Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, la série Cogito nous éclaire sur les rapports entre ophtalmologie et psychiatrie. Il sera aussi question des guerres civiles et enfin, nous nous interrogerons sur l'implication des patients dans le choix de leur traitement dans le domaine de la nutrition. Comment étudier efficacement les maladies psychiatriques en ayant un accès limité au cerveau? Joël Lavoie, qui représente la faculté de médecine, s'y introduit par le biais de la rétine. Joël Lavoie, bonjour. Bonjour. Vous représentez la faculté de médecine et plus précisément le département de psychiatrie et de neurosciences. Vous vous intéressez à l'ophtalmologie adaptée à la psychiatrie. Comment est-ce que dans ce contexte-là, la rétine vient servir à l'étude du cerveau? En fait, la rétine est considérée comme étant le prolongement du cerveau. Donc, lors de l'embryogenèse, c'est-à-dire la formation de l'embryon, la rétine va se former à partir d'une excroissance d'une partie du cerveau qu'on appelle le diencéphale. Donc, c'est pourquoi on la considère comme faisant partie du système nerveux central, tout comme le cerveau, et c'est ainsi un prolongement du cerveau. Donc, en fait, nous, on s'est dit, si on va étudier les fonctions de la rétine, peut-être qu'on pourrait en savoir plus sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau chez des personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques. Concrètement, dans le cadre de vos recherches, comment vous y prenez-vous pour étudier le cerveau au travers de la rétine? En fait, pour étudier les fonctions de la rétine, on va utiliser une technique qui s'appelle électrorétinographie ou ERG. En fait, c'est une méthode qui est non invasive. Ça veut dire que ça fait pas mal, ça ne laisse pas de traces. On n'a pas besoin de faire de ponction de sang ou quoi que ce soit. Qui va permettre justement de mesurer le potentiel électrique qui est dégagé par la rétine lorsqu'on la stimule avec de la lumière. Donc, pour ce faire, on va utiliser un petit électrode qui est en fait un petit fil de nylon entouré d'argent qu'on va venir placer sous la paupière de l'œil. Et ça, c'est une partie qui est insensible. Donc, lorsque le fil est bien placé, on ne sent absolument rien. Ensuite, on va placer la tête du participant dans un dôme qui va venir couvrir le champ visuel au complet et on va stimuler la rétine avec des flashs de lumière. Donc, on sait que la rétine, c'est un tissu nerveux qui réagit à la lumière, donc elle va dégager une activité électrique qui va être captée par le petit électrode qui est situé sous la paupière et nous, on va récolter le signal électrique directement en temps réel sur l'ordinateur. Comment est-ce que vous analysez cette information-là pour définir justement qu'il y a anomalie ou pas? En fait, on a des normes, c'est certain. Aussi, à chacune des études qu'on a, on va comparer avec des personnes dites saines, donc qui ne sont pas atteintes par la maladie. Donc, chaque patient va être pairé avec une personne dite saine, donc de la même âge, du même sexe. Et en fait, ça va nous permettre de faire une comparaison un peu entre les deux conditions. Et on va aller justement analyser tous nos paramètres qu'on a, l'amplitude de nos ondes, la latence, et on va être capable de faire un portrait global de qu'est-ce qui se passe dans la rétine chez nos participants. Donc, on a découvert dernièrement des anomalies de l'électrorétinogramme chez des patients qui sont atteints de dépression saisonnière, qu'on appelle aussi dépression automnale, blues hivernal. Donc, en fait, c'est caractérisé par un épisode dépressif à l'automne et à l'hiver, avec une rémission complète des symptômes au printemps et à l'été. Et ça, c'est récurrent, ça revient chaque année. Et c'est certain que, je pense, chacun d'entre nous sent une petite baisse d'énergie à l'automne avec la diminution de la lumière du jour. C'est normal, mais pour certaines personnes, ça devient vraiment une dépression majeure. Donc, en fait, on a mesuré un ERG chez ces personnes-là à l'automne et à l'hiver, soit durant la phase de dépression, et au printemps et à l'été, durant la phase de rémission. Et ce qu'on a remarqué, c'est que durant la phase dépressive, il y a une diminution de la sensibilité de la rétine, et tout ça se normalise au printemps et à l'été. Et encore, ce qui est très intéressant, c'est que le traitement de choix pour ce trouble-là, c'est la luminothérapie. Et si on expose les patients à un traitement de 4 semaines de luminothérapie, la sensibilité de la rétine va se normaliser au même point que la période de rémission.
Donc, ce que ça veut dire exactement, c'est pas nécessairement que ces personnes-là voient moins bien. Ça veut tout simplement dire que la rétine a besoin d'un petit peu plus de lumière pour dégager une réponse électrique semblable aux personnes non atteintes. Quel genre d'institution, de programme pourrait utiliser votre méthode? En fait, l'ERG en question pourrait devenir un biomarqueur des maladies psychiatriques. Donc, un biomarqueur, c'est ce qu'on pourrait décrire comme une signature biologique, une caractéristique physiologique qu'on peut mesurer directement chez une personne. Et de plus en plus, en psychiatrie, ça devient très populaire parce qu'on ne peut pas avoir accès au cerveau directement en psychiatrie. On ne peut pas faire une biopsie de cerveau. Donc, il faut essayer de trouver des nouvelles approches pour étudier les fonctions du cerveau indirectement. Et peut-être qu'éventuellement, un test d'ERG pourrait être fait en complémentaire au diagnostic de psychiatrie. Parce que présentement, les diagnostics en psychiatrie sont basés exclusivement sur des observations cliniques et aussi les traitements, en fait, la médication est donnée en fonction, souvent c'est du essai-erreur et c'est donné en fonction de la tolérance aux effets secondaires. Donc, avec un biomarqueur, on pourrait être capable de cibler mieux la population, en fait, mieux cibler le diagnostic et ainsi mieux adapter la médication. Et on sait que, par exemple, quelqu'un qui a la schizophrénie, ça peut prendre plusieurs mois, peut-être voire des années, avant que la médication soit stable et adaptée au patient. Donc, en ayant des biomarqueurs, peut-être qu'on va être capable éventuellement de mieux cibler la thérapie nécessaire pour ce patient-là. Donc, ça va engendrer des coûts moindres au niveau des médicaments, c'est certain. Et en même temps, les patients vont être disons, vont se sentir mieux avec leur thérapie plus rapidement. Justement, comment réagissent vos compères par rapport à vos recherches? Mes recherches suscitent des réactions très positives du côté de mes collègues de travail, mais aussi du côté de la population en général. Donc oui, c'est certain que les gens qui connaissent l'ERG, le fait de l'appliquer à la psychiatrie, c'est une fenêtre un peu qui s'ouvre sur dans le fond, ce qu'on peut faire avec cette technique-là. Donc, c'est certain que tout le monde est toujours intéressé par mes travaux de recherche, mais aussi au niveau de la population, lorsqu'ils savent qu'on travaille pour eux à essayer de développer des nouveaux outils pour étudier le cerveau, c'est certain qu'il y a toujours un petit espoir là, dans le fait qu'on peut peut-être éventuellement être capable de prévenir ou de guérir la maladie psychiatrique. La méthode en tant que telle est novatrice, elle suscite beaucoup d'enthousiasme. Est-ce qu'il y a eu des défis spécifiques que vous avez eu à relever dans le cadre de vos recherches? C'est certain qu'au départ, d'amener le projet et de vendre un peu le projet, si je peux dire, ça a été un peu difficile. Mais une fois que les premiers résultats en laboratoire sont sortis, là, OK, l'intérêt a commencé à se faire sentir. Mais oui, c'est certain que d'apporter quelque chose de nouveau en science, c'est toujours un petit peu plus difficile. Lorsqu'on fait de la science, on rédige en fait des articles scientifiques et en fait, on reçoit des critiques de correcteurs et ensuite, il faut resoumettre et tout ça. Donc, mon premier article scientifique, ça a été assez difficile à publier parce que justement, on recevait des commentaires comme de quoi il n'était pas certain des résultats et tout ça. Donc, il faut vraiment peaufiner la recherche et en venir vraiment à des résultats qui sont convaincants. On sait que c'est vrai, il faut maintenant le démontrer à la population scientifique. Quel avenir envisagez-vous pour cette méthode-là? En fait, éventuellement, ce que je pense qui va arriver, c'est que l'ERG va devenir un test complémentaire au diagnostic des maladies psychiatriques. Donc, justement, la recherche de nouveaux biomarqueurs dans les maladies psychiatriques, c'est devenu un peu une mode en recherche en psychiatrie. Et justement, le fait d'avoir un nouveau biomarqueur en l'ERG, ça va nous permettre de prédire un meilleur pronostic, aussi faire un diagnostic plus approprié de la maladie. Ça va nous permettre aussi de mieux cibler la thérapie et aussi de développer des nouvelles avenues thérapeutiques. Joëlle Lavoie, merci. Merci. Alors que notre monde actuel fourmille de conflits impliquant des civils, Obivola Andrantsitu Vienarivelo Rebiarivelo, qui représente l'Institut des hautes études internationales, s'intéresse à la disponibilité en armes légères et à leur impact sur la participation des civils à la violence. Obivola Andrantsitu Vienarivelo Rebiarivelo, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'Institut québécois des hautes études internationales et plus précisément, vous vous intéressez à la disponibilité en armes légères et la manière dont elle détermine finalement la participation des civils à la guerre.
En tant que chercheur, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cet aspect spécifique de la guerre actuelle? C'est un domaine qui est relativement peu connu, qui est plutôt récent. On parle qui a beaucoup émergé à partir des années 90, donc ça fait juste 20 ans, qui demande à être renseigné un petit peu plus. Certaines études, notamment les travaux de Roland Marshall ou de Stathis Kalyvas, ont montré que ce que Marie Kaldor appelait les nouvelles guerres, donc par opposition à ces anciennes guerres où les États étaient les seuls participants, n'était pas finalement un phénomène nouveau, que c'était quelque chose qui avait déjà existé à travers l'histoire, mais qu'on redécouvre après la chute du bloc soviétique. Et elles sont actuellement, en comparaison, relativement peu renseignées, et c'est pour ça que je m'y intéresse en particulier. Vous soulignez une différence entre la guerre telle qu'elle se faisait avant les années 90 et ensuite après les années 90. Qu'est-ce qui détermine ce changement? Principalement la chute du bloc soviétique. Jusque dans les années 90, on partait du principe que les États et les armées qui les représentent sont les seuls acteurs de la guerre sur la scène internationale. Il y a eu, pendant les décennies qui précédaient, quelques recherches qui montraient que d'autres acteurs intervenaient, notamment dans le contexte des guerres de décolonisation ou les guerres de libération nationale, mais jusqu'à la chute du bloc soviétique, c'est resté un domaine relativement marginalisé. À partir des années 90, des recherches ont montré que ces conflits internes qui avaient commencé à être développés donc à partir de ces guerres de décolonisation étaient prévalents. Donc ces recherches ont montré la prévalence de ces conflits et à partir de là, certains chercheurs se sont interrogés sur un changement de nature de la guerre. Certaines personnes, notamment Marie Kaldor, à travers son ouvrage New and Old Wars, ont parlé qu'il y avait donc les anciennes guerres qui étaient menées par les États et puis les nouvelles guerres où l'État n'est plus le seul acteur de la guerre sur la scène internationale et d'autres acteurs interviennent, notamment les groupes rebelles, les groupes terroristes, les groupes criminels et puis aussi les civils. Comment est-ce que ces quelques acteurs influencent le déroulement du conflit civil? À partir du moment où ces nouveaux acteurs interviennent, on change de dynamique. En particulier pour ce qui est par exemple de la criminalité transnationale, ce sur quoi je m'intéresse un petit peu plus, à travers le trafic d'armes qui peut servir par exemple à alimenter un groupe rebelle qui, sans ce moyen particulier, n'aurait pas nécessairement la possibilité de pouvoir poursuivre le combat, les violences, étant donné que généralement dans les zones de conflit, les acteurs en jeu sont sous embargo économique, donc que ce soit sur les finances ou les armes, entre autres, et éventuellement d'autres ressources qui peuvent être liées au terrain. Quand on a fait ce constat-là, quelle est votre hypothèse de travail? Je pose principalement comme hypothèse que l'organisation, le réseau dans lequel est inclus un individu civil, vous, moi, l'organisation de ce réseau va influer sur mes modalités de participation à la violence. Après, il y a une hypothèse un peu plus particulière que je pose, qui est qu'en fonction des armes dont va disposer l'individu civil, ses modalités de participation vont être différentes. Qu'est-ce que vous entendez par modalité de participation? Les résultats que j'attends derrière ça, c'est que mes recherches puissent montrer que si je n'ai pas accès à un réseau, à un approvisionnement en armes à feu, si par exemple je dois recourir à des armes blanches, des armes contondantes ou à la violence à main nue, ma participation sera moins régulière. Est-ce qu'elle sera irrégulière, c'est-à-dire je vais agir de temps en temps, ou est-ce qu'elle sera ponctuelle? Là-dessus, il y a aussi un effet plus psychologique, dans le sens où quand j'ai une arme à feu, je tue à distance. Quand j'ai une arme blanche ou un autre type d'arme, je dois rentrer en contact. Et je pense que ça influence ma participation et ma modalité, le résultat de ma participation. Donc, soit je vais tuer quelqu'un, soit je vais mutiler quelqu'un, ou juste le blesser ou le violer. De quelle manière, au travers de vos recherches en tant que telles, vous étayez cette hypothèse-là? Ça se ferait principalement
à travers des entrevues avec les civils qui participent sur les terrains de conflit. Et c'est l'une des difficultés majeures de mon travail de recherche, c'est de pouvoir aller sur le terrain pour les rencontrer. Comment comptez-vous contourner cette difficulté majeure? La principale possibilité, c'est de travailler avec les organisations qui sont sur le terrain. Principalement les ONG, par exemple la Croix-Rouge internationale, Médecins sans frontières ou Amnesty International éventuellement, qui eux sont en contact direct avec les populations dans les zones de conflit. Donc ça pourrait se faire à travers un partenariat ou une coopération avec ces organisations-là. Ça peut aussi se faire à travers d'autres acteurs, donc les organisations internationales par exemple. Je pense entre autres au Haut Commissariat aux réfugiés, qui œuvre pour la protection des civils dans les zones de conflit. Et peut-être également aussi avec certains chercheurs plus expérimentés qui travaillent dans des groupes qui sont spécialisés dans ce domaine. Je pense entre autres à Small Arms Survey ou l'International Crisis Group. À qui remetteriez-vous, à qui destinez-vous vos recherches? Puisqu'elles sont faites en collaboration avec les organisations non gouvernementales, les organisations humanitaires qui travaillent sur les terrains de conflit, ça fait partie des premiers publics cibles en ce qui concerne les résultats des recherches. Mais également à toutes ces organisations qui sont en lien avec le maintien de la paix, qui interviennent sur les terrains de conflit, que ce soit les forces d'interposition, les missions de paix, donc les organisations internationales comme l'ONU, les gouvernements aussi qui peuvent être intéressés à ça. Ce sont les principaux destinataires des résultats de ces recherches-là. Obivol, Andriancito vient arriver, Rabbi Rivelo, merci. Merci, M. Moed. Pourquoi ne serions-nous pas consultés par un professionnel de la nutrition au moment où ce dernier décide du traitement à nous administrer? Hugues Vaillancourt, qui représente la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, ne voit que des avantages à impliquer le patient au moment d'une consultation nutritionnelle. Hugues Vaillancourt, bonjour. Bonjour. Vous représentez en fait la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, la FSA, et plus précisément le département des sciences et des aliments et de nutrition. Vous avez choisi en fait de vous intéresser à ce qu'on appelle la prise de décision partagée. En quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? La prise de décision partagée, finalement, peut se résumer comme étant un processus de décision qui est partagé, qui est accompli conjointement entre le professionnel de la santé, dans mon cas, en nutrition, ça se trouve être la nutritionniste, et son patient pour effectuer le choix d'un traitement. Si on veut comparer avec le modèle de soins qu'on connaît actuellement, qui est davantage paternaliste, qui veut dire que le professionnel de la santé choisit le traitement au meilleur de sa connaissance du patient. La prise de décision partagée, elle, demande au patient d'être beaucoup plus actif dans les décisions durant la consultation et demande de mettre de l'avant-plan ses désirs, ses attentes, ses valeurs et ses préférences aussi. En ayant le libre arbitre finalement du choix de traitement, il le suivrait plus facilement, donc serait plus à même de mieux guérir, autrement dit. Oui, exactement, et probablement qu'il serait plus motivé également à suivre les recommandations d'un traitement qu'il a choisi plutôt que d'un traitement qui s'est fait prescrire par son professionnel de la santé. De manière précise, en nutrition, depuis quand est-ce qu'on s'intéresse justement à cette formule, à cette manière de faire? De ce qu'on en sait présentement, ici à l'Université Laval, avec ma superviseure d'études supérieures, Dr Sophie Desroches, on serait probablement les seuls à s'intéresser à la prise de décision partagée en nutrition au monde, si je peux le dire ainsi. Sinon, cette idée de s'intéresser à la prise de décision partagée en nutrition provient du fait que depuis les dernières années, on s'y intéresse beaucoup dans le domaine médical, même si c'est encore très peu pratiqué. On s'y intéresse davantage dans certains contextes précis de maladies et on suppose qu'en nutrition, dans un contexte de traitement de maladies chroniques, dans un contexte d'habitude de vie, comme l'alimentation, on pourrait tirer des bénéfices de l'exercice d'une pratique telle que la pratique de la prise de décision partagée. Vous avez fait plusieurs observations dans le milieu médical avec des patients, puis leurs professionnels. Comment réagissaient dans un premier temps les patients quant à l'offre de participer au choix de leur traitement? Bien, il faut savoir que la prise de décision partagée est encore relativement peu connue.
Il y a peu de professionnels de la santé qui savent ce que c'est. Il y en a encore moins qui sont capables de l'exercer. Et c'est la même chose du côté des patients. Il y a encore très peu de patients qui savent que c'est important de participer aux décisions dans leur consultation avec leurs professionnels de la santé. Et il y en a encore très peu aussi qui sont habilités, qui sont aisés actuellement à participer durant les consultations. Donc, pour l'instant, on voit, entre autres en nutrition, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui semblent motivés à participer. Mais malheureusement, le contexte actuel de soins qui sont davantage paternalistes fait en sorte que le patient veut, mais n'est pas nécessairement capable de participer activement dans les consultations. Est-ce que vous partez de l'hypothèse selon laquelle les patients le veulent en règle générale et que justement ce sont les professionnels qui ne sont pas assez au courant pour le proposer ou qui ne le proposent pas assez? Il y a plusieurs fondements au fait de faire la promotion de la prise de décision partagée. On a entre autres, par exemple, le fait qu'il y a de plus en plus de sources d'informations pour les patients. On pense évidemment à Internet, où les patients ont accès à plusieurs renseignements sur des traitements qui peuvent être disponibles pour leurs conditions médicales. Et on se fie aussi également à certains principes moraux et éthiques qui veulent que les efforts qui sont déployés, autant dans les consultations que dans le domaine de la recherche, doivent bénéficier aux patients, autant à sa santé, mais également à sa satisfaction, un peu dans un modèle d'approche client, on peut dire. Donc, satisfaire le patient avec les soins qu'on lui offre. Donc, nous, on a utilisé un outil qui s'appelle la grille option, qui est un outil largement connu dans l'étude de la prise de décision partagée du côté médical, qui est un outil qui comporte 12 items d'évaluation qui sont reliés à 12 comportements du professionnel de la santé à exercer pour impliquer le patient. Et ce qu'on a observé, c'est que sur un score de 100 environ, on obtenait une moyenne approximativement de 29 sur 100 comme étant le score d'implication du patient par la diététiste. Le score peut sembler faible, mais c'est un score qui est comparable à ce qui est observé dans plein d'autres contextes médicaux. Qu'est-ce qu'un médecin pourrait concrètement faire pour créer un climat favorable, propice à la participation de son patient? Si je prends par exemple l'outil qu'on a utilisé dans mes recherches, les comportements qui sont listés que le professionnel devrait faire pour impliquer le patient, qui va créer justement une atmosphère favorable à faire participer le patient. On a par exemple de présenter toutes les options qui sont disponibles, incluant l'option de ne rien faire, parce que c'est une option qui est valable aussi. Ça peut être ne rien faire pour l'instant, ça peut être ne rien faire définitivement, mais des fois ça aide à motiver le patient à entreprendre un choix de traitement. On a aussi de présenter les avantages et les inconvénients de toutes les options. Donc ainsi, on informe le patient de ce qui est disponible et de ce qui peut arriver en faisant un traitement plutôt qu'un autre. On a aussi de clarifier les attentes du patient, donc quelles sont ses attentes face au traitement de sa maladie. On a de clarifier les valeurs et les préférences du patient, donc en regard aux avantages et aux inconvénients des options qui sont présentées, de voir comment les valeurs et les préférences du patient s'inscrivent dans la décision à prendre et avec quelle option elle pourrait davantage cadrer dans la situation qui est donnée. Comment est-ce que réagissent le corps en matière de nutrition? Sont-ils plutôt favorables, plutôt défavorables à l'implantation de cette manière de faire-là? Pour l'instant, la recherche en prise de décision partagée est très nouvelle en nutrition, donc en ce qui concerne l'opinion des diététistes, des nutritionnistes dans les milieux, généralement, l'opinion semble favorable, mais il semble y avoir beaucoup de barrières qui sont par exemple des barrières de temps. Il semble que d'expliquer davantage les options aux patients et de prendre le temps de clarifier ses valeurs et préférences prennent beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de compétences en communication aussi. Et pour ce qu'on en sait actuellement, il semble que les diététistes éprouvent des problèmes qui sont similaires à ceux des médecins, par exemple. Donc, un manque, comme j'ai dit, de temps, mais aussi un manque peut-être de formation au niveau académique en matière de compétences en communication avec les patients. Est-ce que vous avez pour ambition, vous, dans vos recherches, en fait, d'étendre cette manière de faire à d'autres sphères du corps médical? C'est sûr que pour l'instant, la recherche qui a été effectuée dans le domaine médical en prise de décision partagée a eu une grande influence sur d'autres corps de métier, alors que ça a été initié dans certains domaines spécifiques du côté de la pratique des médecins, par exemple.
La nutrition a justement subi un peu l'influence de cette tendance d'études, mais on voit également aussi que le domaine de la pharmacie, le domaine de l'ergothérapie, par exemple, commence de plus en plus à s'intéresser aussi à la prise de décision partagée. Donc, je crois que dans les années à venir, ce sera un domaine d'études qui sera appelé à grandir, autant en nutrition que dans d'autres sphères de la santé. Hugues Vaillancourt, merci. Merci. Revoyez ou découvrez les émissions de Cogito sur ulaval.tv. Prochainement, il sera question de l'activité physique et de la sédentarité juvénile. Il sera aussi question des rapports entre philosophie et roman, ainsi que de l'entretien des routes non revêtues. Au revoir.